Enhypen, est-ce que j'ai vraiment besoin de les présenter? Vous les avez déjà vus plein de fois sur mon compte, enfin sur ma chaîne. Et en plus, si je vous dis que Enhypen est un groupe de hype, c'est tout à fait dans la normalité que Enhypen ait sa storyline dans les MV. Je vous ai déjà présenté le Bangtan Universe, là c'est le Enhypen Universe un peu. Ça sera pas le titre de la vidéo parce que Enhypen Universe je trouve ça bizarre, mais ça sera l'histoire des Enhypen ou l'histoire des MV des Enhypen. Il y en a des choses à dire sur l'histoire des Enhypen. On sait pas. Alors, je voulais que ça soit une petite vidéo tranquille et en fait non, c'est pas du tranquille du tout, puisque Enhypen a sa propre storyline qui englobe pas mal de choses, que cette dernière n'est pas terminée, je vais y revenir après, et que en plus leur histoire est combinée à celle des N-Team qui est aussi un autre groupe de hype. Il y a beaucoup de choses dont on doit parler. Je fais une petite aparté puisqu'il y a quelques petites choses à dire avant de commencer. Simplement, likez, partagez, commentez cette vidéo, je vous en supplie, puisque je m'attendais pas à ce que ça soit une charge de travail aussi longue, aussi dure, puisque ça fait une semaine. Vraiment, j'ai fini l'écriture hier, ça faisait une semaine que j'étais sur la prise d'information, l'écriture de ce script. Il y a tellement d'informations à prendre en compte qu'à un moment je me suis dit en fait cette vidéo ne sortira jamais. Là je suis au tournage. Dites-vous que je pense que la vidéo fait entre 45 minutes et 1 heure. En tout cas elle fera plus de 30 minutes c'est sûr. Et il faut que je fasse le montage derrière, sachant que j'ai le gros projet qui arrive fin mars. Je ne sais pas comment je vais faire. Comme d'habitude, c'est une storyline officielle. Mais j'ai dû ramener quelques petites pièces, tout ça, donc ça va un peu sur la théorie quand même. Il y a des théories différentes, chacun pense à sa théorie. Par exemple, il y en a certains qui disent que les MV et le webtoon n'ont rien à voir. Mais moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de ressemblances, donc chacun son opinion, chacun son avis. On peut en débattre en commentaire, il n'y a pas de souci, tant que tout le monde reste poli et courtois. Comme je vous l'ai dit ensuite, cette vidéo semblera peut-être un peu incomplète, puisque les deux webtoons sur lesquels se base l'histoire, que ce soit Children of Vampfield ou Dark Moon The Blood Altar, ne sont pas terminés. Children of Vampfield, la publication est encore en cours, et Dark Moon, la saison 1 est finie, et ils nous ont annoncé une saison 2 qui devrait sortir cette année. Donc si ça vous a intéressé, si je vois que ça vous a intéressé, je ferai peut-être une vidéo complément quand les deux webtoons seront terminés pour vraiment avoir la storyline complète. Et donc du coup, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse le complément quand tout sera terminé, et si ça vous intéresse que je fasse la vidéo sur la storyline d'N-Team qui est liée à celle des Enhypen. Pour comprendre la storyline des Enhypen, je ne m'attendais pas à avoir autant d'informations. De base, je voulais simplement analyser les MV et vous présenter un peu l'histoire. Sauf que en fait, il se passe tellement de choses à côté que si je vous les racontais pas, vous n'auriez pas compris. Donc, je vais vous énoncer toutes les sources que l'on a pour faire cette fameuse storyline. Pour comprendre, on se base tout simplement de base sur les deux webtoons qui sont Children of Vampfield qui raconte l'enfance des garçons et Dark Moon The Blood Altar qui raconte le présent de l'histoire. Ensuite, on a pas mal de MV qui sont facilement reconnaissables puisque les MV qui rentrent dans la storyline de Dark Moon sont estampillés à la fin un petit moment où on voit un peu de la promotion pour Dark Moon The Blood Altar. Donc vous savez que ce MV là, si vous voyez ça, fait partie de la storyline. Et alors il y en a autant, c'est le MV complet qu'on doit prendre, autant d'autres tels que Sacrifice, Upper Side Dreaming, c'est plus les paroles ou l'ambiance de la musique qui servent à l'histoire. Mais en tout cas, je vais vous les dire ici, ceux que j'ai utilisés principalement, mais il y en a d'autres, hein. Par exemple je n'ai pas mis Shagon dedans, alors que Shagon devrait rentrer dedans, mais moi j'ai pas vu le lien, vous le verrez peut-être. Donc il y en a certains qui sont dans la storyline que je n'ai pas mis dans ma vidéo. Donc, on a Drunk DAZ, Fever, Tam Dashed version japonaise, Blessed Cursed, Bite Me, Give and Taken version japonaise, Sacrifice, Dark Blood le concept trailer, One in a Billion, Future Perfect, donc Pass the Mic, version coréenne, version japonaise, et pour terminer le Orange Blood concept trailer.
Il y a aussi, en plus de tout ça, leur Instagram spécial pour le webtoon qui est Dark Moon, où en fait il y a ce qu'on appelle des cutoons qui servent à l'histoire. Bon, c'est des moments un petit peu plus légers, mais on apprend quand même certaines choses. Et ils servent aussi à l'histoire et ça se trouve sur leur Instagram. Pour mieux comprendre l'histoire, je vais vous faire une présentation rapide des personnages et il faut savoir que dans la vidéo, je vais les appeler par leur nom dans le webtoon parce que en fait on se base principalement sur le webtoon et à chaque coup j'aurais été obligée de reprendre leur nom, tout ça. Mais en tout cas, je vous les présente ici. Faites-vous une petite fiche si vous voulez à côté avec les noms des personnages. De toute façon, je vous les mets pour vous expliquer. De toute façon, vous allez voir qu'à la fin, enfin, c'est assez facile de s'y retenir puisque logiquement, la première lettre de leur prénom est la première lettre du prénom du personnage qu'ils incarnent. Donc, on a en premier, ce qui est du côté vampire, donc les Neifen. On a Ellie, qui n'est autre que Isung et qui possède un pouvoir psychique. Yan, qui est Jay et qui possède une force surhumaine. Gino, qui est Jake et qui a le pouvoir de pyromanie, le pouvoir du feu. Solon, qui est Sungwon, et lui est mi-vampire, mi-loup-garou. Jaka, qui est Jungwon, et lui possède le pouvoir de vitesse ou de téléportation. Enfin, il va tellement vite qu'on a l'impression qu'il se téléporte. Et Noah, qui n'est autre que Nikki et qui a le pouvoir des ombres. Donc, comme vous l'avez vu, hein, Ellie, Isung, Yan, Jae, c'est quand même assez... vous allez voir, vous allez vous retenir, et puis le caractère est un peu ceux des garçons. Et donc, même si je vous ai dit que si vous voulez, je vous faisais une vidéo à part entière dessus, je suis obligée de vous présenter les loups-garous puisqu'ils font partie intégrante de l'histoire et à partir d'un moment, ils sont omniprésents. Donc, je suis obligée de vous les présenter. Donc, on a Kaan, qui n'est autre que Kei. Enzi, qui n'est autre que Eiji. Alors, je vous présente que ceux qu'on voit, puisqu'on voit pas tous les garçons, donc je pense que c'est vraiment la storyline genre des participants d'Island, puisque N-Team ne sont pas que 5, hein. Ils sont 9, je crois. Donc, voilà, donc on a Kan, Eiji, Enzi, Najak, c'est Nicolas, et Tael, c'est Taki. Comme vous le voyez, c'est les participants d'Island. Je pense que si je fais la storyline sur A-Team, je pense qu'on aura les autres membres qui seront là, un peu plus présents, mais là, dans Dark Moon, on n'a que ces 5-là. L'histoire se décompose en 3 grosses parties qui sont elles-mêmes séparées en plusieurs sous-parties. Mais en ce qui concerne les 3 parties, on a le passé avec l'histoire de la princesse et des 7 chevaliers. Ensuite, on passe à la deuxième partie qui est celle du 19e siècle pour passer ensuite progressivement à celle qui est du 21e siècle. À partir de ce moment-là de la vidéo, je vais commencer la storyline. Donc vraiment, si vous voulez pas vous faire spoiler, que vous êtes en cours sur les webtoons, d'ailleurs, les webtoons sont disponibles sur Webtoon. Bon, moi pour des raisons X et Y, j'ai dû aller sur des sites de scan pour avoir les screens, puisque sur Webtoon, on ne peut pas screener. Donc, voilà. Mais en tout cas, à partir de ce moment-là, spoiler alerte. Donc, si vous n'avez pas fini le Webtoon et que vous ne voulez pas vous faire spoiler, revenez une fois que vous l'aurez fini. Tout commence à une époque assez lointaine puisque on parle de princesse et de château. On n'a pas de date exacte, mais en tout cas, on imagine un peu que ça se passe à une période où les princesses et les châteaux, surtout que c'est un monde fantastique, donc on n'a pas de date exacte. Donc l'histoire commence avec la rencontre d'Ellie et de Selene dans leur enfance. On nous dit que Selene a des pouvoirs, qu'elle s'est retrouvée souvent malade et clouée au lit à cause de ces derniers. Et que Ellie va donc être là pour passer du temps avec elle et bien sûr la protéger. Et suite à ça, ils vont quand même passer, dès leur petite enfance jusqu'à leur passage à l'âge adulte, je pense, leur temps ensemble, donc ils vont être quand même assez proches. On a une petite ellipse et on retrouve ensuite ce qu'on peut décrire comme une présentation des personnages, puisqu'on retrouve donc Ellie et Selene qu'on a déjà vu avant et présenté avant.
à un bal, mais on voit aussi d'autres personnages, donc l'arrivée des autres garçons, on nous présente les autres garçons et ils rigolent même du fait qu'ils savent que Ellie est amoureux de la princesse, mais ce dernier se refuse à lui dire puisqu'il y a tout ce qui est titre différent, lui ce n'est qu'un simple chevalier, elle c'est une princesse, et qu'ils ont des obligations qui leur empêchent d'être ensemble. Et on nous présente aussi le chancelier qui est d'Ardan et qui danse avec la princesse. C'est ici qu'on peut mettre le début du premier MV puisque on peut mettre les scènes de Drunk Z, mais plus particulièrement les scènes de l'altar, puisque les choses vont commencer à s'accélérer et les personnages vont commencer à rentrer vraiment en action à ce moment-là. Nous nous trouvons toujours au bal, mais cette fois-ci du point de vue de Dardan. Ce dernier n'est pas aveugle et voit très bien que Ellie et Selene ont des sentiments l'un pour l'autre et que lui, qui a aussi des sentiments pour la princesse, se retrouve mis de côté et que jamais il ne pourra l'avoir puisque les deux ont des sentiments réciproques et qu'ils ne voient que l'un et l'autre. Et on voit bien que dans ce passage-là, Dardan est jaloux comme un pou, j'ai envie de vous dire, et que c'est la jalousie qui va le guider et que potentiellement il va aller sur la mauvaise route, quoi. Selene et Ellie discutent de tout ce qui est mariage, car la mère de Selene voudrait qu'elle se marie, mais Selene, elle, n'est pas contre le mariage, mais veut se marier avec une personne qu'elle aime, qu'elle connaît, elle ne veut pas se marier à un inconnu. Et Ellie de son côté refoule un peu ses sentiments et lui dit que forcément elle arrivera à trouver quelqu'un qui saura l'aimer, qui sera parfait pour elle, alors que lui j'ai l'impression qu'il veut juste être avec elle. Or lors de cette discussion, Selene va se sentir mal, comme l'avait dit sa mère, à cause de ses pouvoirs qui sont omniprésents. Plus tard, dans les couloirs du château, je pense quelques jours plus tard, on assiste à une discussion entre Selene et Dardan, puisque ce dernier va exposer ses sentiments à Selene et cette dernière va le repousser puisque son discours déjà ne lui plaît pas et que, elle ne l'aime pas. Et ce dernier va mal le prendre et ils vont commencer à se disputer assez violemment. C'est Ellie qui va se mettre entre eux deux en disant à Dardan que s'il recommençait à élever la voix ou à se mettre contre la princesse, ça serait à lui qu'il aurait à faire et qu'il rigolera vraiment pas. Après tout ça, Selene se retrouve encore une fois très mal, mais à ce point, cette fois-ci, très gravement, puisqu'elle se retrouve clouée au lit. Et la reine va se trouver dans l'obligation de donner à Selene le sang de Varg, qui n'est autre que le sang d'un ancien loup-garou, qui est la seule chose qui peut l'aider. Et pendant ce temps-là, Dardan profite de l'agitation pour s'introduire dans une pièce secrète où tous les projets secrets du royaume sont cachés et il va voler une sorte de grimoire. Et en fait, il voit que pour avoir plus de pouvoir, il lui faut le sang de Varg qui vient d'être donné à Selene et d'autres choses pour avoir de la puissance, sauf qu'il ne va pas avoir le temps d'accomplir son méfait, puisque Arge, qui est celle qui s'occupe de la princesse depuis sa tendre enfance, va le découvrir, donc ce dernier va s'enfuir. Sauf qu'on le retrouve un peu plus tard et il est vraiment mal en point. Le pauvre gars, il est pas bien, puisque pour accomplir sa transformation, il est obligé de boire, sauf que là, il est incomplet et donc il a tout le temps soif, il n'est pas bien. Alors que elle, Selene, a l'air d'aller mieux puisque cette dernière est maintenant la première dame des vampires. Donc en anglais c'est Lord of Vampire, donc je pense que j'ai traduit ça en première dame des vampires puisque c'est vraiment elle, genre leur chef, j'ai envie de vous dire. Et en fait on se retrouve un an plus tard, donc un an après toute cette histoire, puisque on retrouve donc Selene au chevet de sa mère qui est mourante. Et sa mère lui annonce que pour compléter ses pouvoirs et avoir donc l'autorité qu'elle doit avoir en tant que première dame des vampires, il faut qu'elle se rende donc au Blood Altar pour récupérer ses pouvoirs et qu'elle doit donc transfuser son sang ou donner son sang pour créer de nouveaux l'ordre vampire. Mais Dardan choisit très bien son moment puisqu'il choisit ce moment-là pour attaquer Selene et justement récupérer la partie du pouvoir qui lui manque. Heureusement, les garçons arrivent et grâce à leur pouvoir essayent d'éloigner Dardan ou de le capturer. Sauf que ce dernier a quand même assez de force pour pouvoir tous les blesser. Et c'est donc à un moment que Selene va protéger Ellie d'une blessure grave.
et elle va donc transférer une partie de ses pouvoirs au garçon. À ce moment-là, ne sachant pas si elle va survivre ou pas, elle fait promettre à Marge de prendre soin des garçons et de les envoyer dans le futur quand les choses s'envenimeront trop et qu'il faudra les protéger puisque c'est eux qui ont ces pouvoirs, eux qui sont les premiers lords de vampires et seront les seuls d'ailleurs. Donc il faut les protéger à tout prix et elle fait promettre à Marge de veiller sur eux. Après l'attaque, et ça je comprends pas trop comment, Selene et les garçons vont bien. Donc les garçons, je pense que c'est suite au transfert de pouvoir qu'il y a eu, donc ils vont mieux. D'ailleurs Ellie le fait très bien comprendre puisqu'à ce moment-là, les hommes de Dardan sont plus nombreux, les gens s'en vont du château, donc le château va tomber. Et les garçons arrivent auprès de Selene et leur disent de les transformer en vampires pour qu'ils puissent la protéger et protéger le peuple. Sauf que Selene ne veut pas, elle ne veut pas les transformer en monstres. Et Ellie lui montre tout simplement en se coupant la main que grâce au pouvoir qu'ils leur ont passé, ils arrivent à se soigner et que ce n'est pas une si mauvaise chose si ils sont transformés en vampires pour la protéger. C'est donc ce qui va se passer. Selene va aller au Blood Altar, mettre de son sang dans la coupole et je pense le partager avec les garçons pour les transformer en lords de vampires. Et l'épisode se finit ici. Et là, on va sauter au 19e siècle. Donc je pense que vous avez compris ce qui se passe. Les garçons sont envoyés dans le futur et arrivent au 19e siècle. Et là, on retrouve Marge qui parcourt tous les orphelinats pour pouvoir retrouver les garçons. Parce qu'il faut savoir que le voyage dans le futur et le fait de sceller les pouvoirs a remis les garçons à l'état de bébé. Et ils ont... comme un bébé, je pense, plus aucune mémoire de leur vie passée. Ce sont devenus des bébés, ce sont de nouvelles personnes, et donc du coup, ils n'ont plus aucun souvenir de leur vie passée. Marge, elle, va donc courir les nombreux orphelinats pour rassembler les garçons et les emmener à Vampfield, là où, donc le manoir de Vampfield, où ils seront protégés et enfermés pour leur protection. Quand ils sont un peu plus grands, je pense dans les environs de 6-7 ans, Ellie comprend pas, puisque quand il est arrivé au manoir, il y avait d'autres enfants, et ils ont au fur et à mesure disparu pour qu'il ne reste que lui et les autres garçons. Et Marge, quand elle a récupéré Ellie, lui a dit que c'était le premier, et lui ne comprenait pas, puisque, bah non, il y avait d'autres enfants avant, donc c'était pas le premier. Mais il se pose des questions sur ce que ça veut dire, il y avait d'autres enfants avant, non, je suis pas le premier, mais si, c'est le premier des 7 chevaliers que Marge a retrouvé. Et c'est ici que justement on peut mettre Sacrifice, puisque le MV, j'ai essayé de le regarder, je pense qu'il y a beaucoup de théories sur ce MV, mais moi je le prends plus au sens des paroles, puisque quand on lit les paroles, il y a la notion de perdre la mémoire, avoir perdu quelque chose, donc la perte de leur pouvoir. Il y a aussi l'évocation de l'été, le fleuve qui est en enfer. Et pour ceux qui connaissent un peu la mythologie, l'été est un fleuve où, quand les âmes arrivent, boivent à l'intérieur pour pouvoir oublier toute leur vie d'avant. Les âmes trop blessées par leur vie d'avant boivent dans l'été et se retrouvent donc en enfer en ayant oublié tous leurs problèmes. Donc il y a aussi la notion d'oubli, de perte de souvenirs, donc de l'été, donc comme s'ils avaient bu dans l'été et que ils avaient oublié toute leur vie d'avant. Et il y a aussi la notion d'enfermement, donc l'enfermement que les garçons vont subir au manoir de Vampfield. Ensuite, on peut mettre les extraits heureux de Given Taken, puisque Given Taken n'est autre que les souvenirs heureux que les garçons ont eu à Vampfield. On a ensuite droit à quelques petits moments un peu plus légers où en fait on va suivre les garçons, leur développement grâce au Cthulhu. Du coup, on a par exemple l'explication de comment était Noah petit, de Gino qui découvre ses pouvoirs et qui n'arrive pas à les contrôler, c'est Shion qui va venir l'aider, quitte à se blesser. On nous explique aussi que Ellie est le seul à pouvoir s'entraîner autant à l'épée par rapport aux autres garçons, puisque on dit qu'il a un certain talent qui n'est autre que le reflet de sa vie d'avant, puisque dans sa vie d'avant, c'est Ellie qui avait cette fameuse épée à laquelle il s'est coupé la main. Donc, bien sûr que c'est le seul à avoir un entraînement aussi acharné à l'épée. On nous apprend aussi que le collier en croix que possède Ellie n'est autre qu'un collier donné par une sœur où Ellie était avant, puisque les orphelinats sont tenus certains par des sœurs, et c'est une sœur de son ancien orphelinat qui lui a donné cette croix, et il y tient beaucoup.
On nous dit aussi que les garçons, une fois qu'ils ont fait tous leurs devoirs, qu'ils se sont bien tenus, ont le droit d'aller jouer dehors, ils jouent dans la forêt. Et certains d'entre eux disent que quand ils seront plus grands, ils iront au-delà de cette forêt, qu'ils iront visiter ailleurs. Donc il y a déjà cette notion de fuite qui est un peu un foreshadowing pour la suite. On a aussi Marge qui explique aux garçons qu'ils sont spéciaux et que ils comprendront plus tard pourquoi ils sont si spéciaux. Et là, on passe à l'explication générale du webtoon, puisqu'il y a tout un passage qui est éludé donc dans Dark Moon et dans tout le reste, mais on le comprend en lisant Children of Avonfield, puisque on s'arrête ici et logiquement après on passe au fait que les garçons s'échappent de l'orphelinat. Sauf qu'il se passe pas mal de choses. C'est que, donc moi je vais vous le dire ici, c'est que les garçons en fait vont au fur et à mesure qu'ils grandissent, donc déjà étant petits, découvrir certaines choses et se dire au début qu'ils ont été ramenés à Vanfield pour faire du trafic humain. Et ils vont commencer déjà à se méfier de Marge et tout le personnel qui est à Vanfield. Et donc du coup, en grandissant, ils vont se rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose de louche, que ils les ont pas été vendus ni rien, mais qu'il y a quelque chose de louche. Marge leur cache des choses. Et ils vont prévoir déjà de s'enfuir parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité. Ils se rendent compte que les pilules qu'on leur donne à chaque fois le midi ou le soir, ils ont un effet sur eux, ils les endorment. Et en fait, certains d'entre eux vont arrêter de les prendre. Et alors je sais plus c'est lesquels, je crois que c'est Yann et Gino. Yann et Gino qui à un moment en fait, il y en a un qui va se couper le doigt et l'autre va boire son sang. Et suite à ça, leurs pouvoirs vont apparaître. Et donc du coup, comme ils n'avaient pas pris leur pilule, ils se disent en fait ils nous cachent quelque chose. Et donc du coup, chacun leur tour, en plus de ce qu'ils vont découvrir, vont se dire on arrête de prendre leur pilule, on fait semblant, et dès qu'on peut, en fait, on s'échappe. Donc ils vont grandir à peu près vers, je pense, la majorité, voire 21 ans. Enfin, après, ils vont au lycée. Mais est-ce que, genre, vraiment, ils ont l'âge d'aller au lycée? Donc je pense qu'ils ont à peu près 17, 18 ans, genre 19. Et ils grandissent et vraiment, ils trouvent que les choses sont vraiment trop louches maintenant qu'ils ont grandi. Tout est bizarre, Marge est bizarre, leur cache des choses. Tout va changer quand un soir, ils vont décider de s'échapper. Sauf que Solon n'est pas là. Ce qui est normal puisqu'ils n'avaient pas prévu que le soir où ils allaient s'échapper, c'était un soir de pleine lune. Donc Solon ne se sent pas bien, c'est normal, la transformation va se faire. Et donc du coup, il ne peut pas rejoindre les autres. Donc les autres paniqués, ne le trouvant pas ni dans sa chambre ni rien, vont réveiller Marge et tout le personnel et vont du coup partir à la recherche de Solon. Sauf qu'ils vont aussi tomber sur des loups et un inconnu. Et ce fameux inconnu, donc ils vont retrouver Solon. La fuite est annulée, hein, bien sûr. Et ce fameux inconnu en fait va se rendre compte que les garçons sont hyper innocents, hyper naïfs. C'est normal, ils ont vu personne, ils n'ont jamais vu l'extérieur. Et donc du coup, le gars il va se dire j'ai une opportunité, genre je peux leur faire ce que je veux. Ce dernier en fait a été employé par des personnes pour faire sortir les garçons sans qu'on lui dise pourquoi, mais en gros il est payé une sacrée somme, donc du coup il va le faire et une nuit en fait il va activer une fusée de détresse. Les garçons veulent le sauver, sauf que Marge et les autres vont l'emmener dans une cabane à côté et d'ailleurs lui il va découvrir qu'il coupe des personnes. Et donc du coup, de fil en aiguille, les garçons vont vouloir s'échapper. Vraiment, ils vont voir Marge et les autres, ils vont voir que certains membres du personnel sont des vampires. Et donc du coup, ils vont vouloir s'échapper. Ils vont foutre le feu au manoir, avec Marge à l'intérieur, d'ailleurs. Et ils vont enfin s'échapper. D'ailleurs, on peut voir des extraits... on peut prendre des extraits des MV, par exemple, de Given Taken, où en fait on voit les garçons s'échapper dans la forêt, marcher dans la forêt, donc c'est peut-être un symbole de leur fuite. Alors, différent encore, on ne retourne pas sur le webtoon, puisque là on parle de après le massacre à l'orphelinat, hein, c'était un vrai massacre, hein, tout le monde est... Mais en gros, donc on a les passages de Tam Dashed, où on voit les garçons dans la forêt, et on les voit justement sortir de cette forêt, et se mettre les uns à côté des autres en mode on est enfin libre, on a réussi. Ici on est encore dans Children of Vanfield, et justement, comme je vous l'ai dit, il va y avoir un moment où il n'y a plus d'idée. Enfin, il n'y a plus de suite puisque la suite n'est pas encore sortie. Mais en gros, il y a 2 grosses périodes après leur fuite de l'orphelinat, qui n'est autre que les années 1920,
où les garçons arrivent dans un manoir abandonné après avoir perdu une personne qui les a recueillis et qui leur a légué une sacrée somme d'argent. Et donc du coup, ils se retrouvent dans un manoir abandonné, ils l'achètent et les choses sont pas aussi joyeuses qu'ils le pensaient, puisque avant le film, ils étaient tous ensemble, il y avait quand même un peu de joie malgré la peur de Marge et tout ça. Là, ils se retrouvent tous dans un manoir et ils perdent leur joie de vivre, clairement, ils se parlent très peu, ils mangent ensemble, mais enfin, tout est froid. Enfin, jusqu'au jour où, au pas de leur porte, ils trouvent une petite fille du nom de Sophie qui, au début, arrive et reste avec eux. Ils décident de la garder avec eux. Et ben, à un moment, elle tombe malade et elle veut retrouver son papa. Sauf qu'on apprend que son papa, c'est pas quelqu'un de gentil, quoi. Parce qu'il sait qui est Sophie. Et en fait, il veut tuer sa fille. Et ça, les garçons ne vont pas le laisser faire, puisqu'ils vont se rendre compte en fait que Sophie n'est autre qu'une loup-garou. Et vous allez me dire, là, Solon, et ça prend une dimension tout autre, puisque c'est l'une de sa tribu à lui, puisque lui, il est hybride, donc il est mi-loup-garou, mi-vampire. Et il se dit, quelqu'un comme moi, donc il va la prendre sous son aile, mais Shion aussi, puisque Shion est un peu l'esprit enfantin du groupe, et vraiment avoir Sophie, c'est une nouvelle bouffée d'air frais, et pas que pour lui, pour tout le groupe, puisque Sophie est un vrai rayon de soleil. Les garçons se mettent à se reparler, ils vous ressourient, sauf que tout va se terminer quand malheureusement le père de Sophie va mourir, qu'elle va le voir, sa transformation va être incontrôlable, ils vont être obligés de l'enfermer, et suite à ça, en fait, ces transformations vont être aléatoires, et les garçons vont se voir dans l'obligation de l'enfermer dans un cachot le temps que sa transformation se finisse, de lui mettre une sorte de muselière pour ne pas qu'elle les attaque, et ça de nombreuses fois, sauf qu'une fois, la transformation ne s'arrête pas, et là, malheureusement, ils sont obligés de tuer Sophie, et à ce moment-là, en fait, Shion vrille totalement. C'était pour son bien, Sophie, puisque, enfin, elle avait perdu toute humanité, mais Shion vrille totalement. Et il va se rendre au village qui a fait des méchancetés à Sophie. Et en fait, il va, avec son pouvoir de contrôle de pensée, va tout simplement les faire s'entretuer en mode qui entre vous, lesquels d'entre vous ont fait du mal à Sophie, se sont moqués d'eux, et après il va les faire s'entretuer. Sauf que heureusement les garçons vont arriver et vont lui dire de se calmer, que ça rendra pas Sophie plus heureuse. Et en fait ils vont être obligés tout simplement de partir. Et ensuite on fait un bond dans le temps dans les années 1960. Donc je pense à peu près année de prohibition, puisque c'est un gros ère de prohibition, où on retrouve les garçons qui ont ouvert un bar qui s'appelle le Viexgi, je vous mets le nom du bar, vous en faites pas, qui est géré par Ellie, et les garçons, eux, donc sont toujours avec leurs frères, et vont tout simplement accepter telle ou telle mission pour gagner de l'argent. Par exemple, je crois que Yann est devenu médecin, donc il aide ses patients, et les autres font telle ou telle mission. Et de nouveau, Shion s'est attaché à une personne. Donc j'ai pas plus, puisque moi je me suis arrêtée ici. En fait, le webtoon s'arrête ici pour moi. Shion a avec lui, comme compagnon, un homme qui a perdu la mémoire. Et donc du coup, bah, les autres le laissent faire. Mais lui disent quand même, méfie-toi, on sait jamais, tu sais, c'est déjà ce qui s'est passé. Et je pense qu'il va y encore avoir des histoires, puisque ça se finit sur une course... on découvre les garçons à cette époque-là, en pleine course-poursuite, et on dit que c'est de la faute de l'autre. Donc, je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de péripéties. Et donc, bah, pour cette période-là, c'est encore en cours, donc je ne peux pas vous en dire plus. Mais en gros, après ça, donc là on passe sur les MV et on va repasser sur le webtoon, donc on a encore la suite. Suite à ça, beaucoup plus tard, je pense dans les années 1980-90, les garçons créent la Vesselsoft Company. Donc je sais pas trop comment ils ont tourné ça, puisqu'on les voit dans un train avec des ordinateurs. Dans les MV, donc on le voit dans Future Perfect, on voit qu'ils ont un hangar avec un avion. Donc est-ce que c'est une compagnie aérienne? Est-ce que c'est une compagnie générale qui gère plusieurs pôles? Je sais pas, mais en tout cas les garçons ont créé une compagnie qui leur permet de bien vivre quand même, en plus de l'héritage qu'ils ont eu. Et aussi on voit dans les webtoons tout ça,
que c'est avec cette compagnie-là aussi que les garçons en fait changent d'identité, arrivent à, avec les ordinateurs, changer leur identité et ne pas avoir de problème quand ils arrivent quelque part. On voit aussi le passage à l'an 2000, que les garçons fêtent tous ensemble dans Blessed Cursed. Et là, on repasse de nouveau au Quetoon avant d'avoir... donc, c'est plutôt sur toute l'arrivée à Riverfield et à Décélis, qui est le lycée où toute l'histoire va se passer dans le présent. Donc là, on arrive vraiment sur... juste avant le 21e siècle, même voire 21e siècle, puisqu'à la fin, on parle, vous allez voir, de l'inscription à l'école. Mais en gros, là, avec le Quetoon, on nous explique comment en fait les garçons font pour ne pas se faire reconnaître. En fait, tout simplement, ils changent d'endroit tous les 10 ans et Shion hypnotise toutes les personnes assez proches d'eux pour qu'ils les oublient ou qu'ils ne se souviennent pas d'eux et comme ça, on ne pourra pas les retracer. On a aussi Ellie qui arrive devant Décélis et qui se fait accueillir. Et là, on a un moment très émouvant où il dit pour la première fois, je me sens comme un humain, on m'a vu comme un humain, puisque la personne, donc je pense la directrice de Décélis, ou la sous-directrice, va leur dire qu'ils peuvent rentrer dans l'école et que, ils ont l'air hyper chaleureux, hyper humains, et ça, Ellie le voit et du coup, il va, lui et ses frères, les faire rentrer à Décélis. On nous explique aussi que les garçons font des rondes le soir dans la forêt et que principalement Noah le fait pour protéger Riverfield des attaques de vampires ou de loups-garous. C'est les garçons qui nous disent que justement quand Noah fait ses rondes, ils se sentent en sécurité, donc à Riverfield il ne peut pas y avoir de problème. Et enfin là on passe dans le présent, ça va être beaucoup plus simple ou pas. Beaucoup plus simple ou pas parce qu'on passe au 21e siècle, au présent de l'histoire. Et on commence tout simplement avec l'enfance de Sua, qui... Vous allez me dire qui est Sua. Je pense qu'en voyant la ressemblance des premières images, vous allez tout de suite comprendre qui c'est. Et on commence tout simplement avec Sua, qui est une petite fille très mal vue dans son village, même harcelée, puisque cette dernière, tout le monde la prend pour un vampire, puisqu'elle a une force surhumaine. Et on apprend aussi que Sua, étant petite, avait un ami du nom de Chris qui lui a fait confiance, malgré le fait qu'elle ait de force surhumaine. Et elle lui explique tout simplement que tout le monde la prend pour un vampire et que personne ne veut l'approcher. Et que, Chris, lui, il s'en fout, il dit, mais on s'en fout en fait. Il fait, tu veux essayer de me mordre, on va voir si tu es une vampire. Et elle le fait, et ce n'est pas une vampire, puisque elle ne le mord pas. Enfin, l'image est trop mignonne, on la voit là comme ça, mais il se passe rien. Sauf que on va retrouver plus tard Chris mordu au cou avec les deux crocs et tué d'un pieu dans le cœur comme un vampire. Et donc les villageois, tout le monde va croire que c'est Sua, parce que Sua était la seule à traîner avec Chris. Ensuite, on passe à l'arrivée des vampires à Riverfield et Décélis, puisque les garçons vont acheter une maison dans la forêt, non loin de Décélis, mais ils le disent bien qu'ils n'iront dans cette maison que le jour de leur anniversaire pour faire la fête, puisque sinon ils habitent dans le lycée au dortoir. Lors des premiers jours des garçons à l'école, ces derniers donc vont découvrir le Night Ball et vont s'y inscrire. On nous explique aussi comment les pouvoirs d'Ellie fonctionnent et juste avant l'arrivée de Sua, on nous montre les garçons. Je crois que l'image c'est il va se passer quelque chose, on sent qu'il va se passer quelque chose et là, boum, arrivée de Sua à Décélis. Là on peut prendre toute la partie, première partie du MV de One in a Billion. D'ailleurs, hyper bonne chanson, allez-y. Et donc du coup, Sua est nouvelle à l'école de Décélis et rencontre Ellie lors de sa visite du dortoir. Les deux viennent à discuter et ils deviennent à peu près amis. Sauf que Ellie a oublié de demander son nom à Sua et quand il va rentrer dans la chambre, il va la voir tout simplement porter. Je crois qu'elle porte littéralement son lit. Et elle, tout de suite, va paniquer, va se dire « Mince, ça va recommencer, il va falloir que je m'en aille parce que tout le monde va me prendre pour une vampire. » Et lui, il va tout de suite la rassurer. Il va lui dire « T'inquiète pas, je te crois, t'es pas une vampire. » Il fait « Comment tu t'appelles ?» Et à partir de là, ils vont devenir amis. Et le lendemain, Ellie présente Sua aux autres garçons. Et comme Ellie, ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui les lie à Sua, puisque tout simplement, ils ressentent, enfin, pas des sentiments, mais ils ressentent quelque chose pour elle, comme
un instinct de protection. D'ailleurs ça va se prouver puisque lorsqu'ils font visiter l'extérieur, par exemple le terrain de Nightball à Soi, il y a un ballon qui arrive et là tout de suite en fait, donc il y a Ellie, Hyan et Chino je crois, qui se mettent devant elle pour la protéger du ballon. Donc on voit que c'est vraiment un instinct fort de protection alors qu'il venait de la rencontrer. D'ailleurs les garçons, une fois seuls le soir, vont parler en fait de ce qu'ils ont ressenti, du fait qu'ils voulaient protéger Sua alors qu'ils la connaissent pas, que ça leur paraît bizarre, mais pas si bizarre finalement. Et d'ailleurs, Ellie va montrer ses pouvoirs de pouvoir parler dans les pensées à Sua et lui expliquer qu'en fait il est comme elle. Lui aussi il a des capacités, donc elle n'a pas à avoir peur. On retrouve je pense Soi le lendemain qui donc est en classe avec Solon et Shion et qui du coup dit que elle doit nettoyer sa chambre puisque on lui a donné une ancienne chambre qui était dans un état pitoyable. Et Shion lui dit mais en fait c'est l'endroit en fait où on se rassemblait avant, donc écoute je vais venir t'aider. Et de fil en aiguille en fait tout le monde va aller aider Soi. Et c'est assez bonne entente jusqu'à ce que Hyan aille pour porter un carton avec un tissu dessus, sauf que Soi lui dit non, le lève pas. Et genre Hyan le soulève comme ça. Et le pire c'est que Soi le prend et elle aussi elle le porte genre comme si c'était genre des torchons dedans. Et donc du coup là gros blanc. Et là elle repanique de nouveau, elle fait oh, ça va recommencer. Et simplement Ellie va la rassurer, lui dire ne panique pas, et les autres vont lui montrer leur capacité. Hyan va dire bah écoute ils sont là, je sais qu'ils sont là puisque c'est les miens, et genre il est comme ça avec 2 haltères sur les doigts. Les autres, donc Shion lui montre qu'il peut marcher au plafond je crois. Ouais, marcher au plafond. Gino qui lui montre son pouvoir de feu. Donc du coup, il la rassure en lui disant que t'en fais pas, on a des capacités aussi, donc ton secret est bien gardé, notre secret est bien gardé, on est tous pareils. Sauf qu'à la fin de la soirée, donc les garçons repartent et Soi décide d'aller sortir les sacs poubelles. Et elle se fait attaquer par des loups-garous qui passent au-dessus de la clôture des Décélis et qui l'attaquent la prenant pour un vampire. Sauf que cette dernière, elle va pas se laisser faire. Avec sa super force, elle va t'en prendre un, elle va le... prise de catch. Et au fur et à mesure, en fait, ils vont discuter de qui es-tu, tu fais quoi ici, tout ça. Et en fait, le malentendu va s'apaiser jusqu'à ce que, je crois que c'est Noah et Jaka qui arrivent et qui remettent le malentendu en route. Sauf que là, c'est vraiment vampire et loup-garou. Et tout va se calmer, en fait, quand Ellie va arriver. Et au début, ils voulaient se fight avec eux. Sauf que Sua va lui dire de se stopper comme aux 2 garçons, et ils vont être obligés de le faire. On voit bien que leur corps s'arrête et que malgré le fait qu'ils ont envie de taper les loups-garous, ils peuvent pas. Donc du coup, Ellie calme les choses en disant que ils régleront ça sur le terrain de Nightball, puisque autant les vampires que les loups-garous ont une équipe de Nightball, donc ils régleront ça sur le terrain. Et Solon, lui de son côté, rencontre un des loups-garous, donc c'est Enzi qui rencontre. Et ce dernier lui dit tu fais partie des nôtres, et en fait Solon ne digère pas en fait sa partie loup-garou, puisque pour lui ses frères sont vampires, et ça on le verra plus tard. Pour lui ses frères sont vampires, ils l'accepteront jamais puisque les loups-garous ce sont leurs ennemis jurés. Il n'accepte pas sa partie loup-garou et Enzi arrive et lui dit tu es l'un des nôtres, qu'est-ce que tu fais là? Et Solon le repousse, tout simplement il veut pas être avec eux, il veut rester avec ses frères, ce qui est totalement compréhensible. Et le lendemain, on a Shion qui arrive auprès de Sua et qui lui dit écoute, ça te dit qu'on sorte tous les deux au carré. Donc le carré c'est, je pense, le nom d'un des quartiers de la ville. Et donc du coup Sua lui dit bah écoute oui, il n'y a pas de souci. Et de fil en aiguille, en fait je crois que c'est Solon qui voulait... Enfin Solon ne veut pas que les garçons passent de temps avec Sua. Et Solon il fait aux garçons, genre dans l'espoir que Shion renonce, il dit aux garçons oui... Shion il s'en va en ville avec Sua, et là tous les garçons font on peut venir. Et t'as même Ellie qui parle par la pensée à Sua et qui lui dit je peux venir avec vous, tout ça, et genre on se retrouve du coup tous ensemble, et Solon il est en mode c'est pas du tout ce que je voulais faire mais bon. Et donc on a le droit à quelques cutscenes avant de continuer l'histoire, puisque on a Jaka et Noah donc, qui n'ont pas fait connaissance de Sua en même temps que les autres, qui apprennent à la connaître, ils se méfient comme Solon au début en disant mais elle va pas nous trahir, tout ça, et les autres la rassurent en disant regarde là, elle est comme nous et elle nous fera pas de mal, elle va garder notre secret, et les deux se sentent en confiance et sont aussi proches d'elle que les autres. Et on a aussi Ellie qui explique que ça sera très intéressant pour la suite,
que Chaka est un très bon stratège par rapport donc, à sa vitesse et au fait qu'il communique assez avec Ellie, qu'il peut recommuniquer avec les autres par la pensée, et donc c'est un très bon stratège et que ça leur a sauvé déjà la vie plusieurs fois. Et là on rentre dans la partie du rendez-vous un peu, donc au carré, et là on prend la deuxième partie de One in a Billion qui montre un peu tout ce que je vais décrire par la suite. Parce que tout simplement, Soi attend, est la première arrivée donc au carré et va attendre tout le monde, sauf qu'il n'y a que Shion qui va se présenter parce que ce petit fourbe a tout simplement dit aux autres de une autre heure qui doit être 1h30 plus tard, je crois, pour être tout seul avec Soi. Bah, du coup, il profite un peu avec elle, il lui dit qu'on va aller manger une glace, tout ça. Et pendant ce temps-là, il est en train de se faire engueuler par les autres, par la pensée. Donc du coup, à un moment, Shion se dit, s'ils arrivent, puisqu'ils vont arriver, s'ils arrivent, on sera plus tranquille, donc pourquoi pas aller faire du bateau. Donc il propose à Soi d'aller faire du bateau, et d'ailleurs cette dernière, ça l'arrange, puisqu'elle dit qu'elle n'aime pas la foule, qu'elle ne se sent pas bien dans la foule, donc Shion part acheter 2 tickets de bateau. Pendant ce temps-là, en fait, Ellie rentre en contact avec Soi, et lui dit que il arrive et que, enfin, elle lui dit t'es pas obligé si t'as quelque chose d'autre à faire. Il fait non, la seule chose importante que j'ai à faire c'est venir avec toi. Donc celle dernière elle rougit, hein. Et en fait elle capte que si les autres arrivent, Shion va aller chercher des billets mais pas assez pour tout le monde. Donc elle court pour aller le rejoindre, sauf que pendant ce temps-là elle se fait tirer par un vampire. Elle essaye de se défendre avec sa force, elle y arrive pendant un petit moment, sauf que à un moment elle est paralysée, puisque avoir affaire à un vampire, les êtres qu'elle déteste le plus au monde, et en battre un, c'est totalement différent. Et heureusement c'est Shion qui va arriver pour l'aider. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, ce début de date au carré, on peut mettre la chanson Upper Side Dreaming qui décrit un peu par les paroles et surtout par la musique, l'ambiance qu'il y a pendant ce date entre Shion et Soi. D'ailleurs, Shion et Soi se battent contre le vampire, mais vont vite se retrouver débordés, puisqu'il y en a d'autres qui arrivent, mais heureusement les garçons arrivent pour les aider, et heureusement. Je sais plus lequel, mais il y en a un qui dit à Jaka, prends Soi, va-t'en, emmène-la en sécurité le plus loin possible. Donc c'est ce que fait ce dernier, et d'ailleurs, petit foreshadowing, il la porte en princesse, il le note en plus en mode oh, un porté en mode princesse, et j'étais en mode vous voyez le foreshadowing? Enfin, foreshadowing, enfin, si vous avez lu le début, non, il n'y a aucun foreshadowing, vous savez que du coup, Soi est la réincarnation de la princesse. Et genre, j'étais en mode, mais c'est drôle. D'ailleurs, le webtoon est drôle, allez le lire. D'ailleurs, quand Jaka et Soi s'arrêtent, en fait, ils s'arrêtent parce que Soi se sent pas très bien, genre le pouvoir, elle le supporte pas, genre elle est en mode je vais vomir. Et quand il s'arrête, Soi aperçoit quelqu'un qui ressemble à son ami d'enfance, Chris. Sauf que quand elle s'en va pour courir vers lui, elle se fait arrêter par Khan, qui lui aussi est arrivé en ville. Et quand elle regarde derrière, la personne qui ressemble à Chris a disparu. Elle se met à discuter avec les loups-garous. Elle leur dit qu'ils viennent de se faire attaquer. Et donc du coup, le groupe de Khan arrive et le groupe des vampires arrive aussi. Et donc du coup, ils parlent de ça. Enfin, en se chamaillant un peu, hein, ils s'aiment toujours pas. Et Shion en profite pour inviter Soi à leur fête d'anniversaire. Et cette dernière dit je viendrai avec plaisir. Et Shion dit un peu en rigolant au loup-garou, enfin si vous voulez venir, vous pouvez aussi... Sauf qu'ils vont vraiment le faire. Ils vont venir à l'anniversaire des vampires pour Soi. Le soir après donc cette fameuse attaque, il rentre et Soi rêve de Chris sur la plage. Elle lui dit tu te rappelles, tu me faisais confiance au point que tu m'as laissé te mordre, tout ça. Donc elle lui raconte tout. Et vous allez voir que ça a une importance pour la suite. Et quand elle se réveille en pleurs, elle a ce besoin irrémédiable de se rendre à la plage, parce que pour elle, soit c'est un rêve prémonitoire ou quelque chose, mais elle sent dans sa tête que c'est pas possible. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe, puisque quand elle arrive à la plage, d'ailleurs en pyjama, il y a personne, il y a juste des loups qu'elle prend pour des chiens errants, et elle rencontre Khan qui est à demi transformé. D'ailleurs, je comprends pas à ce moment-là qu'elle n'ait pas compris que c'était un loup-garou, hein, puisque tu vois bien que le monsieur, quoi, il est poilu, quoi. Et c'est pas des poils humains, quoi, c'est des poils de bête, quoi. Ils discutent un peu, et Khan dit à Soi qu'il va la raccompagner parce que vu ce qui s'est passé, il veut pas la laisser toute seule.
Il explique aussi que c'est pas une éclipse normale, c'est une éclipse lunaire et que c'est un moment assez spécial. Le lendemain, Sua va rencontrer Ellie à la bibliothèque et ils vont parler du livre qu'a Ellie qui est sur des légendes entre les vampires et les loups-garous. Et d'ailleurs, Sua va lui demander qu'est-ce qui se passe en fait pour les éclipses, parce que bon, je pense qu'elle sait que les vampires existent, donc elle sait que les loups-garous existent, donc elle est un peu curieuse, et elle se demande qu'est-ce qui se passe lors d'une éclipse lunaire pour un loup-garou. Et Ellie lui raconte tout simplement que les loups-garous, lors d'une éclipse lunaire, tombent amoureux de la première femme qu'ils voient, et ils l'aimeront toute leur vie, que cette femme les aime ou pas. Et elle dit sur la ton de rigolade, elle fait ah bah c'est drôle puisqu'il y en avait une hier et j'ai rencontré Karen. Elle n'a pas capté que c'était un loup-garou, mais Ellie, lui, il a très bien capté ce qui venait de se passer. Et donc les autres garçons arrivent et ils en viennent à parler des sentiments. Et Soi dit mais de toute façon les loups-garous sont beaucoup mieux que les vampires puisque les vampires sont des êtres froids et sans sentiments et que de toute façon elle les déteste. Et ça devant tous les garçons. On voit bien la tête de la déception, genre ils sont déçus. Mais ils le cachent parce que Soi n'est pas au courant que ce sont des vampires. Pour elle, ils ont juste des habilités comme elle, ce ne sont pas des vampires. Soi, pendant ce temps-là, se pose la question de pourquoi le groupe d'Ellie et le groupe de Khan ne s'entendent pas. Elle voit bien que c'est pire qu'une querelle, genre vraiment ils se détestent. Mais elle remercie quand même Ellie d'être devenue son amie et de lui avoir présenté les garçons puisqu'elle a enfin des amis et qu'elle se sent bien à l'école. Le soir, Ellie va voir Sua dans sa chambre, veut lui causer tout simplement. Sua lui explique pourquoi elle déteste autant les vampires, lui explique l'histoire de Chris, tout ce qu'elle a vécu, et Ellie lui dit je comprends totalement, je comprends ton point de vue. Et du coup, il lui dit est-ce que tu veux mordre mon cou pour lui prouver, je pense, comme Chris l'a fait, qu'il a totalement confiance en elle. Sauf que là, ils sont beaucoup plus vieux, ils sont adolescents, tout ça. Tu penses pas à la même chose. Et donc elle lui fait non, 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 je veux pas, genre c'est méga gênant, non, non. Enfin, elle fait je te fais confiance, mais c'est méga gênant, je veux pas. Donc il se calme un tout petit peu. Et elle, en retour, lui fait et toi, est-ce que tu veux mordre mon cou? Sauf que lui, s'il le fait, bah, il va pas la penser quoi. Donc il est troublé et du coup le nouveau silence va gêner les deux. Et donc pour calmer cette gênance, Ellie va tout simplement donner la lettre de Shion à Sua pour les inviter à leur anniversaire. Et du côté des garçons, eux, ils discutent puisque Shion se pose des questions et dit mais en fait elle déteste les vampires, donc qu'est-ce qu'elle va finir par penser si un jour elle découvre qui on est? Et là, il y a des avis différents. Solon dit à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir qu'on déménage et qu'on reparte encore, qu'on commence tout de zéro. Et t'en as d'autres qui disent oui, mais c'est soit elle nous fait confiance, on peut avoir confiance en elle. Et vraiment, il y a des points de vue différents. Et enfin, on voit bien qu'ils sont tristes et impactés par ce qui s'est passé. Et de l'autre côté, Ellie, en donnant la carte à Sua, va tout simplement leur expliquer qu'ils fêtent leur anniversaire tous en même temps puisque comme ils viennent d'un orphelinat, ils ne savaient pas leur date de naissance et qu'ils ont tout simplement choisi la date où ils se sont enfuis de l'orphelinat comme date d'anniversaire et donc du coup ils ont tous la même date d'anniversaire. Dans un cartoon d'ailleurs, on a le fait que Shion et Sua discutent et qu'ils viennent à parler de leur passé qui, l'un comme l'autre, ont des passés très difficiles et Shion fait promettre à Sua de lui parler et d'écouter, d'écouter. Quand cette dernière va mal, il faut qu'elle vienne leur parler et il lui fait promettre en fait en utilisant son pouvoir. Je crois que c'est Ellie et Solon derrière qui sont en mode mais elle est au courant qu'il a des pouvoirs genre pour contrôler la pensée. Mais j'ai trouvé ça assez mignon parce qu'on voit qu'il s'inquiète vraiment pour elle. On a aussi le cas de Solon qui explique que même s'il est entouré de ses 6 frères, il se sent quand même seul puisque il n'est pas comme eux et que il sent une certaine distance que lui-même se crée puisque les autres ne sont pas au courant. Donc c'est pas eux qui créent la distance, c'est Solon et que il se sent seul, mais que malgré tout ça en fait il changerait rien pour rien au monde ce qui se passe puisqu'il a ses frères qui sont autour de lui et il n'est pas si seul que ça. C'est d'ailleurs l'autre cartoon d'après
Genre vraiment c'est un coup de cœur puisqu'on a Solon qui se à demi transforme lors d'une pleine lune et on voit Ellie passer non loin et il s'approche de Solon et Solon lui dit va-t'en, barre-toi quoi, me regarde pas. Et t'as Ellie tout simplement qui le regarde et qui fait mais t'en fais pas en fait, on sait. Et en fait ça changera rien, on continuera à se protéger les uns les autres. Et genre, ce que Toon je l'ai vu, j'ai fait c'est trop mignon, beaucoup trop mignon. Et là on arrive un peu à la différence que je vous avais dit dans l'introduction, puisque là les éléments concordent pas vraiment, puisque là on arrive à la fête d'anniversaire sanglante, et là ça se passe à deux endroits différents. Donc ça se passe bien au manoir des garçons, ça y a pas de problème, sauf que dans les MV ça se passe le soir, et Sua n'arrive qu'à la fin. Dans le webtoon ça se passe l'après-midi, et Sua est là dès le début, et repart le soir. Mais j'ai décidé de les mettre ensemble puisqu'il y a quelques éléments qui concordent. Et puis je pense que la première partie n'étant pas vraiment intéressante, le fait qu'elle passe la soirée, enfin les débuts d'anniversaire avec eux, d'accord, c'est vraiment genre le fait qu'on nous présente en fait par la suite quand elle va revenir. Et vous allez voir que je vais vous expliquer pourquoi. On va prendre, là j'étais obligée de le mettre puisque vraiment genre on comprend mieux le MV Drink Z en ayant vu Under the Skin de A-Team mais en extended version, puisque on voit tout simplement les loups-garous qui se promènent et qui vont tomber sur Sua qui se rend à l'arrêt de bus pour aller à la fête des garçons. Sauf que elle ne remarque pas qu'elle est suivie par des vampires. Donc du coup les loups-garous, connaissant Sua et ils se sont déjà un peu attachés à elle, vont la suivre pour la protéger. Et c'est donc comme ça que donc à Drunk DZ, on voit Sua arriver devant la porte et qu'on voit les garçons dans le MV de Drunk DZ. Enfin les loups-garous qu'on les voit. C'est normal puisqu'ils ont protégé Sua tout le long du chemin. Et d'ailleurs, dans le webtoon, Sua arrive, donc en plein après-midi, mais les garçons arrivent quelques minutes après. Donc on peut se dire que ça concorde quand même. Ils ont dû la protéger sur le chemin. Je vais passer tout le moment de la fête parce que c'est quelques petits trucs mais insignifiants. Mais en gros, dans le webtoon, donc pour la suite, Sua passe l'anniversaire avec les garçons. Il y a les loups-garous qui sont là, c'est assez drôle quand même. Et donc elle repart le soir avec les loups-garous. Sauf que cette dernière va se rendre compte qu'elle a oublié le cadeau que Kaan lui a fait et que elle veut aller le récupérer. Donc elle dit au garçon, écoutez, partez devant, moi il faut que j'aille récupérer quelque chose, je reviens. Et donc du coup, elle repart de nuit à la maison. Et je pense que là, c'est le moment qu'on nous montre dans Drunk DZ où elle est devant la porte, puisque Sua arrive, elle entre et il n'y a personne. Donc elle se pose des questions, elle fait c'est bizarre, ils m'ont dit qu'ils restaient pour nettoyer. Et donc du coup, elle rentre un peu plus profondément dans la maison, et là quand elle ouvre la porte, elle tombe sur les garçons en train de boire du sang de serpent. Donc ils ont du sang partout, et là, ça fait tilt dans sa tête, elle comprend tout de suite qu'ils lui ont menti, ce sont des vampires. Donc ni une ni deux, elle s'enfuit en courant. Donc Ellie essaye de la rattraper en lui parlant par la pensée. Elle est réfractaire à tout, elle fait arrête de me parler, tu me fais encore plus peur. Donc lui ça le trouble et Jaka lui dit mais pourquoi on va pas la chercher, essaye de lui parler par la pensée, il fait non je vais encore plus la terroriser, ça sert à rien. Et il va quand même partir à sa poursuite il veut s'expliquer, il veut pas rester sur un malentendu qui n'en est pas un du coup. Et pendant sa course en fait Jaka va le prévenir que Sua est entourée, en fait il y a une horde de vampires dehors. Sua essaye de se défendre mais elle a de plus en plus de mal. Du coup elle appelle, comme elle se rend compte que les autres ce sont des vampires, elle appelle Kaan au secours et ce dernier est alerté, donc les loups-garous se mettent en route pour aller la sauver. Ellie arrive entre temps et la sauve, et les deux essayent en fait, il y a une sorte de discussion, Ellie il essaye de lui expliquer qu'il voulait pas lui cacher mais qu'il savait pas comment, et Sua lui dit mais pourquoi tu me l'as caché, pourquoi tu me l'as pas dit. Voilà, et en fait là à ce moment on a Chris qui arrive, et là on se dit waouh. Et donc du coup Sua elle est en mode genre pourquoi t'es pas arrivé avant, enfin je t'ai cherché, je t'ai pas trouvé, qu'est-ce qui s'est passé.
Et Chris lui dit mais je viens pour te protéger, j'ai essayé, mais il fallait que... Il s'est passé tant d'années où je pouvais pas faire ce que je voulais. Et donc du coup, Sua lui saute dans les bras. Et Ellie, il est perdu, il se dit attends, il est mort, c'est pas possible. Pendant ce temps-là, en fait, pendant que Chris et Sua parlent, Jaka contacte Ellie par la pensée, il lui dit en fait, il y a une personne qui est juste à côté de Sua, elle a une aura aussi puissante qu'elle, fais attention. Pendant qu'il parle avec Sua, à un moment, la discussion part un peu en vrille, et en fait, il essaie tout simplement de la mordre, de la tuer, hein. Et en fait, c'est Ellie qui va réussir à l'extirper, sauf que Chris va la rattraper et va lui dire, il va lui parler de façon à ce que soit elle comprenne que c'est pas lui. Donc elle se recule et elle dit non, t'es pas le vrai Chris. Le vrai Chris, il aurait pas parlé comme ça. Les loups-garous arrivent, parce que soit elle les a appelés au secours, sauf qu'ils se font mettre au tapis par Chris. Voilà. Lui, Ellie, il essaye de frapper Chris, sauf que Sua lui dit de ne pas le faire. Donc il se retrouve bloqué, il se retrouve blessé. Mais Sua du coup ne veut pas qu'Ellie soit blessée quand même, donc elle dit à Chris mais pourquoi tu fais ça? Elle comprend que c'est pas lui. Et donc du coup Chris va être un peu violent envers Sua. Sauf que les autres vampires sont arrivés, les garçons. Et Solon voyant ça va activer sa transformation. Donc déjà Sua elle est en mode qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? On la voit bien qu'elle est perturbée, mais Solon essaye de la protéger, quitte à se retrouver blessée. Ellie protège Sua d'une attaque mortelle de Chris et se retrouve blessée. S'excuse auprès de Sua de lui avoir menti. Et Sua, elle est juste terrorisée puisque genre, Ellie elle a vraiment genre des grosses traces dans le dos. Et elle est en mode mais tu vas bien? Non, tu vas pas bien. Et tout simplement, Ellie décide d'aller mettre Sua en sécurité. Il a fait je sais que tu as peur de moi, mais s'il te plaît, je t'en supplie, laisse-moi t'emmener en sécurité. Il le fait et en même temps, en fait, Chris disparaît. Donc, du coup, Ellie a emmené Sua en sécurité et ils en profitent pour mettre les choses à plat. Ellie lui explique tout simplement qu'il préférerait que les gens découvrent que ce sont des vampires que Sua leur tourne le dos. Il préférerait que leur identité soit découverte que Sua leur tourne le dos, ne leur fasse plus confiance. Il vient, donc Sua lui pose quelques questions et il vient expliquer que il sait même pas en fait comment ils se sont transformés en vampires, s'ils l'ont demandé, si ça a été fait contre leur gré, ils savent même pas si ils ont été mordus, si c'était à cause de ces fameuses pilules. Sua voit bien que en fait il est terrorisé, que ils savent pas, ils sont perdus. Et elle lui dit, elle le calme en quelque sorte. Ellie, donc elle lui pose la question, elle fait mais vous buvez du sang? Et Ellie il fait on boit que du sang animal et une seule fois par an à notre anniversaire. Et soit elle vient lui demander, elle fait mais pourquoi tu m'as protégée après tout ce qui s'est passé, parce qu'elle venait clairement de leur dire qu'elle voulait plus les voir. Ellie lui explique que il a ce sentiment comme les autres d'être là simplement pour la protéger, que toute sa vie est dédiée à elle, à protéger sa propre vie. Soit elle voit bien qu'il est totalement sincère et elle lui fait est-ce que tu veux mordre mon cou? Donc il y a un signe du fait qu'elle leur refait de nouveau confiance. Et Ellie tout de suite il refuse, il fait c'est hors de question, il fait en plus ils boivent pas de sang humain, donc il fait c'est hors de question. Il se retrouve quand même à le faire, mais il va pas la mordre, il va simplement en fait la pincer pour faire signe que il peut lui faire confiance à elle et elle peut lui faire confiance, il ne la mordra pas. Quand il a sorti, le gars il s'est retrouvé à ça d'une veine, hein, à ça du sang. Tu le vois que le gars il est pas totalement bien. Elle lui dit mais est-ce que tu as envie de sang? Il fait ça serait de mentir de dire que j'ai pas envie de sang, mais je ferai toujours passer notre amitié et ce qu'il y a entre nous avant tout le reste. Jaka ensuite contacte Ellie pour savoir si Sua va bien, elle va bien, lui aussi puisqu'il a soigné grâce à ses pouvoirs. Et donc du coup, Sua retourne auprès des garçons. En premier, elle va vers les loups-garous et elle leur dit vous êtes des loups-garous. Et Kaan lui explique que oui, mais qu'il savait pas comment lui dire, il avait peur en fait qu'elle les repousse quand elle allait savoir qui ils étaient vraiment, exactement le même discours qu'ont eu les vampires. En fait, ils ont peur, ils se voient eux-mêmes en fait comme des monstres, donc ils se disent que si les personnes apprennent leur véritable identité, ils les verront comme des monstres aussi. Et donc du coup, elle leur dit que c'est pas grave, et ensuite elle se retourne vers les vampires, elle est en mode ça changera rien, vous resterez toujours comme ça et je vous aime comme ça.
On passe ensuite au match de Nightball, puisque les choses reprennent un peu leur cours. Donc on nous explique que Sua tout simplement veut protéger le secret des garçons, elle ne dira à personne que c'est des vampires. Donc plus tard, elle va rendre visite, elle va assister à un entraînement de Nightball des garçons. Le soir, elle est en tête-à-tête avec Solon et elle s'excuse et elle lui dit qu'elle protégera son secret, que elle l'a vu que c'était un loup-garou et que elle protégera son secret et qu'elle le remercie de l'avoir aidé. Et de fil en aiguille, ils viennent à parler du fait que Chris semblait connaître beaucoup de choses et Solon fait l'hypothèse que, soit lui parle du fait que c'était pas lui. Et Solon lui parle du fait de son rêve, puisqu'elle lui parle de son rêve, et Solon lui fait: tu es sûr que c'est un rêve? Peut-être que c'était genre soit comme du somnambulisme, ou il fait: est-ce que tu es sûr que c'était un rêve? Et soit elle se dit: bah oui, parce que j'étais à la plage et j'aurais pas pu, en me réveillant, me retrouver dans mon lit. Et vraiment, il se pose la question, et de toute façon, ils viennent à l'idée que Chris n'est pas Chris, c'est quelqu'un d'autre derrière. Solon raccompagne Sue à sa chambre et en repartant, il croise tout simplement Kaan et Enzi qui sont venus voir comment allait Sue suite à tout ça. Et il discute avec Solon et Solon monte un peu sur ses chapeaux de roue et il fait on sait pas si on a voulu être des vampires, on sait même pas comment on a été transformés, et en fait ils comprennent, les loups-garous, que c'est hyper compliqué et que ils sont pas si fiers que ça de leur vie de vampire. Ils en viennent à en discuter et t'as Enzi qui dit à Solon on venait pour dire que en fait la mort qu'ils ont eue dans leur école, la personne qui est morte dans leur école à cause d'un vampire, Enzi dit elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Sua. Donc ils comprennent bien que là c'est Sua qui est visée, qu'il va falloir la protéger. Kaan dit tout simplement à Solon, il fait: de toute façon, que vous soyez d'accord ou pas, je vais la protéger puisque je suis amoureux de Sua. Sauf qu'ils ont oublié que Sua elle est à la porte d'à côté et qu'elle est derrière sa porte, elle a tout entendu. Donc Kaan va auprès de la porte de Sua et à travers la porte il lui dit: je te protégerai et s'il te plaît viens au match de Nightball et soutiens-nous. Le soir, donc après cette discussion, Solon il est appelé en catastrophe par les garçons puisqu'ils ont apparemment une invitée et indésirable, puisque en fait quand Solon arrive dans la chambre, on tombe face à Marge qui est venue voir les garçons. Les garçons se retrouvent avec Marge dans la chambre et il leur demande: mais comment tu as fait pour nous retrouver? Et cette dernière dit: c'est pas vous que je cherchais, j'ai suivi la vague de pouvoir, mon ressenti envers. Donc plus tard, nous en lisant on comprend que c'est Sua, mais il a senti la vague de pouvoir, elle a senti la vague de pouvoir de Sua et elle est tombée sur les garçons avant. Elle leur explique que eux, leur rôle, ils étaient des lords de vampires avant, et que leur rôle c'est de protéger la princesse, qu'ils viennent du passé, qu'ils ont été envoyés dans le futur, et que c'est pour ça qu'ils ont perdu tout leur pouvoir. Les garçons, ils en croient pas un traître mot, vraiment, mais puis comment vous voulez assimiler un truc comme ça? Et ils disent: c'est pas vrai, tout ça, et Marge de toute façon elle leur dit: de toute façon je viens pour l'emmener en sécurité et pendant que vous vous occuperez d'Ardan, mais c'est pas discutable. Sauf que Ellie lui dit: c'est hors de question, pour emmener Sua il faudra que vous passiez au-dessus de nous. Et à partir de ce moment là en fait, Ellie va avec les garçons tout le temps coller Sua pour pas que Marge ne puisse l'approcher. Et d'ailleurs les garçons lui disent: bah écoute, viens au match et viens nous encourager. Sauf que Sua du coup elle se retrouve entre deux chaises, puisqu'elle doit supporter les loups-garous et les vampires. Il faut dire qu'elle va se retrouver un peu gênée jusqu'au soir même, où elle va se retrouver vraiment entre les deux fan clubs des équipes là, dans les gradins, et elle va rester au milieu. Sauf que les garçons ils disent: bah vas-y, il y a une chaise là ici, tu peux t'asseoir. Elle ne bouge pas, elle ne sait toujours pas. Et donc du coup pendant le match, il y a Marge qui profite que les garçons soient sur le terrain pour aller voir Sua et lui dire: j'ai besoin de vous parler, est-ce que vous pouvez me rejoindre? Et Sua lui dit: non, je suis avec mes amis. Donc Marge lui dit: bah écoutez, venez me rejoindre pendant la mi-temps. Sauf que pendant la mi-temps, t'as les deux équipes qui viennent voir Sua. Ellie qui dit à Sua: écoute, après le match, j'aurai quelque chose à te dire, et qui l'installe du côté des vampires. Sauf que après cette fameuse mi-temps, Sua se dit: mince, cette personne m'attend, est-ce que je vais la rejoindre ou pas? Je la connais pas, mais elle avait l'air de devoir me dire quelque chose d'important. Donc elle va rejoindre Marge.
Sauf que Marge va même pas avoir le temps de lui causer que ils vont se faire kidnapper toutes les deux. Ellie, pendant le match, allait marquer le point de la victoire, vraiment ils allaient gagner. En regardant dans les gradins, on remarque que Soi n'est plus là, qu'elle a disparu, donc du coup va se faire distraire. Les loups-garous vont marquer le point, gagner le championnat, mais ils en ont carrément rien à faire, les vampires, puisque tout de suite il dit au garçon, Soi a disparu et Jaka ne la sent même plus. Donc là c'est panique à bord, ils préviennent les loups-garous, en mode Soi a disparu, donc les deux équipes, enfin vraiment il n'y a pas le temps de fêter tel ou tel truc, ils partent chacun de leur côté. Alors autant les vampires, supposant que c'est Marge qui l'a kidnappé, savent qu'ils peuvent aller chercher au niveau de Vampfield, les loups-garous ils savent pas du tout. Et donc du coup on va tomber sur le passage du livre du Blood Altar. Donc les garçons eux se rendent à Vampfield et cherchent des indices. Donc ils retournent sur leurs anciennes chambres, tout ça, il y a un peu de nostalgie, mais ils se rendent directement dans le bureau de Marge et remarquent que sa valise est toujours là, qu'elle est intacte, que rien n'a bougé. Donc Ellie comprend que en fait c'est pas Marge qui a kidnappé Soi, et puis tout simplement en fait ils vont se faire attaquer par une horde de vampires, donc ils vont tout de suite comprendre que c'est Dardan, puisque oui, Chris et Dardan. Marge leur a expliqué, Chris et Dardan, ce méchant a réussi à passer dans le temps aussi. Et donc du coup, c'est lui qui en veut derrière Soi, donc ils le comprennent. Et donc du coup, ils voient bien que les vampires cherchent quelque chose. Les vampires de Dardan cherchent quelque chose, donc ils vont se mettre à chercher aussi. Et à un moment, ils vont tout simplement choper un vampire et lui dire « Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux ?» Et il fait « On doit chercher un livre, le livre du Blood Altar. » Donc les garçons vont se mettre à chercher aussi. Un vampire a déjà trouvé le livre et le rapporte à Dardan. Shion, lui, va profiter de ses pouvoirs pour contrôler le vampire et lui demander où est-ce que tu... Enfin, qu'est-ce que tu cherches? Où est-ce que tu l'as emmené? Et le gars lui dit, tout simplement, j'ai ramené le livre du Blood Altar et j'ai dû le ramener au Railgun, qui est un bar. Pendant ça là, lui, Dardan, a kidnappé Marge, mais a aussi kidnappé des loups-garous. Dardan veut en fait récupérer donc, tout ce qu'il lui faut pour accomplir le rituel et récupérer la part de pouvoir qu'a Soi pour être un vampire complet. Du côté des loups-garous, eux aussi ils veulent sauver Soi, sauf qu'ils savent pas du tout par où passer, par où aller, qui chercher, enfin avec qui chercher. Sauf qu'il y a Mahan, un des frères de Kahan qui a été enlevé, qui arrive, qui a réussi à s'échapper du railgun et qui lui dit il faut que tu te rendes là-bas puisque déjà il y a certains des nôtres qui sont enfermés et il se passe quelque chose de bizarre là-bas. Donc les garçons vont aussi se rendre au railgun. Sauf que les vampires étant partis avant vont arriver en premier. Et quand ils rentrent, ils vont tout de suite aller dans une sorte de cave. Et en fait, ils vont se retrouver enfermés. Et une sorte de fumée noire va arriver puisque un vampire supérieur est arrivé. Et en fait, cette fumée noire les empêche de se servir de leur pouvoir. Donc ils vont essayer quand même. Et Yann réussit à casser la porte avec le peu de pouvoir qui lui reste. Sauf que quand il arrive de l'autre côté, il y a une horde de vampires. Donc ils sont vraiment dans le caca. Vraiment. Sauf que Soi va utiliser de ses pouvoirs pour donner plus de pouvoir aux garçons. Ce qui fait qu'ils vont réussir à se battre tout ça. Sauf que Ellie va se retrouver blessée gravement. Vraiment genre un trou dans le bide. Et c'est Jaka et Shion qui arrivent à tuer le vampire supérieur. Et après ils se rendent compte de l'état de Ellie. Et ils savent pas comment faire. Et s'ils font rien, Ellie va mourir. Et c'est Soi qui va se servir de ses pouvoirs pour soigner Ellie. Et vraiment, personne ne comprend ce qui se passe. Ellie se doute que c'est Soi qui les a aidés, mais ils comprennent pas du tout ce qui se passe. Par contre, ils se rendent compte qu'en sortant, comme ils ont tué le vampire supérieur, tous les vampires créés avec la lignée de ce vampire supérieur sont décédés. Donc ils se rendent compte que si la personne qui les a créés meurt, il meurt aussi. Donc de nouveau, il rechoppe Shion, il rechoppe un vampire et il lui demande des informations en mode où est le Blood Altar, tout ça, où est... Genre... Et il le menace tout ça, et en gros, le vampire il leur fait oui, il faut aller au Tonal, vous allez avoir des informations là-bas, ils y vont. Ils partent vers au Tonal, et pendant ce temps-là, en fait, les loups-garous arrivent, eux, et libèrent certains des leurs. Et l'un des leurs leur dit que Kahan, en fait, est la cible de Dardan, puisque c'est lui qui détient le statut un peu de leader, et que c'est lui qui a le sang de lysanthrope dans les veines, plus que les autres, donc il sera la cible de Dardan pour accomplir son rituel. Et donc du coup ensuite eux aussi partent à Autonal
Et le groupe d'Ellie, eux, arrivent et en fait ils se rendent compte que la ville est remplie seulement de vampires. Il n'y a que le maire, c'est un humain, il le contrôle, mais sinon il n'y a que des vampires. Donc là on peut comprendre que la bataille ça se passe un peu genre la scène des conteneurs dans Future Perfect, donc dans Pass the Mic, puisque on voit une sorte de truc avec des allumettes là, avec écrit Railgun dessus, on voit les garçons un peu se battre, on dirait plus, donc avec la musique on dirait plus une battle, mais on dirait un peu qu'ils se battent. Il y a aussi la version japonaise de Future Perfect, puisque bah, on les voit carrément se battre contre des vampires. Et donc une fois arrivé à Autonal, le groupe de vampires donc de Ellie décide de se rendre à l'hôtel de ville pour avoir un peu plus d'informations. Ils se font accueillir par une secrétaire qui va les emmener. Et pendant ce temps-là, en fait, Chris et on voit Sua, cette dernière a récupéré en fait tous ses pouvoirs. Elle sait maintenant qui elle sait qu'elle avait des pouvoirs, elle sait qui est Dardan et elle sait qui sont les garçons. Elle a récupéré tous ses souvenirs. Et pendant ce temps-là, donc les garçons se retrouvent un peu dans la panade puisque la secrétaire est une méchante. Mais elle les emmène et elle dit à Ellie, qui a rêvé pendant leur trajet, que Sway avait dit de ramener l'épée du temple. Et donc la secrétaire dit à Ellie, faut que je vous montre quelque chose qui est à vous. Les garçons se font la réflexion que ça ressemble quand même à un temple. Et Ellie se dit en fait, si elle se trouve l'épée est ici. Et effectivement, en continuant leur route, la secrétaire leur dit, tenez c'est à vous, c'est votre épée, allez-y, prenez-la. Ellie se dit, ça pue un peu quand même. Ça pue un peu leur histoire là, pourquoi ils me donneraient un truc qui me permettrait de battre les méchants? Parce qu'ils sentent qu'elle est pas nette, elle est pas nette. Et donc du coup, il s'en va pour l'approcher et en fait, cette secrétaire-là utilise le contrôle mental et elle va prendre le contrôle de tous les garçons et va ordonner à Ellie de tuer tous ses amis. Donc Ellie se retrouve contrainte de blesser tout le monde. Donc il va en blesser certains, Solon, tout ça. Je sais qu'il y a Yann qui s'en prend à Noah, je crois. En gros, elle va les faire s'entretuer. Sauf que en même temps, il y a les loups-garous qui eux aussi arrivent au Autonal et se disent, font la même constatation. Hein. Déjà, c'est entouré de vampires, ça pue. Et ensuite, ils vont se rendre aussi à la mairie et vont être accueillis par la secrétaire. Au début, je comprenais pas, j'étais en mode. Sauf qu'on comprend en fait que ce sont des jumelles. Il y en a une qui a le pouvoir de se battre avec une épée et l'autre qui a le pouvoir de contrôler les gens. La secrétaire, donc qui est avec les loups-garous, va arriver, les faire marcher. Et en fait, elle va se faire appeler par sa jumelle qui est en difficulté puisque Ellie a réussi à la blesser. Et elle va lui dire, écoute, il faut que tu viennes tout de suite. Donc la secrétaire qui est avec les loups-garous va lâcher des vampires partout pour les occuper et va se retrouver avec sa sœur jumelle face aux vampires. Sauf que les loups-garous vont réussir à tabasser les vampires, c'est pas ça qui vont les arrêter. Et vont se retrouver donc avec le groupe d'Ellie. Eux, pendant ce temps-là, Ellie et les garçons, enfin surtout Ellie parce que les autres sont par terre, ils se rendent compte que celle qui utilise les pouvoirs de contrôle par la pensée ne peut faire ça que dans un certain cercle et elle ne peut pas contrôler autant de personnes qu'ils sont. Donc ils demandent à faire sortir certains blessés. La porte va se refermer, il y a une des jumelles qui va refermer la porte, donc il y a une partie du groupe qui va se retrouver fermée dehors. Mais ils vont réussir non, puisque Ellie va se retrouver en posture, ça va être le seul debout encore. Et en gros, la sœur jumelle allait l'attaquer, sauf que Sua, qui voit ce qui se passe, va réussir avec ses pouvoirs à se téléporter comme une sorte de corps astral, j'ai envie de vous dire, et d'attraper la sœur pour que l'autre qui allait attaquer coupe la tête de sa propre sœur, du coup Sua protège Ellie. Ellie voit ça. Donc c'est pour ça il s'intéresse même pas aux deux sœurs jumelles, il cherche Sua. Et donc du coup la porte s'ouvre et les garçons se font soigner un à un par Sua, du coup les pouvoirs de Sua. Et Kan arrive, il fait mais pourquoi t'appelles Sua? Ellie fait elle était ici. Et Kan il fait mais comment ça elle était ici? Il fait je sais pas pourquoi mais elle nous a sauvés, c'est elle qui a tué le vampire, elle était ici. Donc du coup les garçons sont tous soignés, ils ressortent et les deux groupes se lancent ensemble pour aller vers Hivernal suite aux informations qu'a donné le maire. Sauf que pendant le trajet, ils se font attaquer par les habitants, qui sont donc ceux qui sont pas morts, hein, parce que comme les sœurs jumelles étaient
les vampires, oui, ils ont été tués. Certains habitants sont morts, beaucoup d'habitants. Mais il en reste une partie qui vont attaquer le groupe d'Ellie et Khan pour les empêcher d'avancer. Donc il va y avoir des rixes entre les frères de Khan et les vampires, parce que les frères de Khan, c'est des vampires, ils veulent pas être avec eux. Et les vampires, ils font bon, faut qu'on avance. Donc à un moment, ils vont se retrouver à se chamailler plus qu'autre chose. Donc leur chemin va de nouveau se séparer. Donc les garçons vont aller vers le Blood Altar. Sauf qu'ils vont tomber sur un groupe d'ennemis. Groupe d'ennemis qui a des pouvoirs qui sont les faiblesses des autres. Donc il va y avoir quelques problèmes pour se battre. Soit de nouveau va redonner plus de puissance aux garçons, ce qui va leur permettre de battre les ennemis. Mais les vampires ils sortent quand même dans un sale état, puisqu'en plus ils remarquent qu'ils ne soignent plus, puisque Shion a été un moment genre attrapé par le cou, et Ellie se rend compte à la fin du combat que Shion est toujours blessé, que Yan lui il ne peut plus utiliser sa main, que Jaka lui il a la cheville dans le sac, mais tout le monde se tait, personne ne veut inquiéter les autres. Donc ils continuent à avancer même s'ils sont dans un état déplorable, et ils tombent sur les loups-garous qui se sont fait éclater, vraiment. Donc ils les prennent sur leur dos, malgré qu'ils sont en mauvais état, et les loups-garous le remarquent, je sais plus c'est qui est sur le dos de Solon, mais il lui fait, mais t'as vu dans l'état, et Solon le coupe, et là on voit que vraiment Solon a une blessure, mais comment t'es vivant encore, gars? Et donc du coup, il porte les loups-garous, et Enzi dit à ceux à qui il porte, écoutez, portez-nous jusqu'à la pleine lune, après on pourra prendre le relais. Puisque la pleine lune, ils se transformeront, ils seront plus puissants. Sauf que, il y a de nouveaux vampires qui vont arriver, et là vraiment, genre les vampires, le groupe de nos 7 garçons là, ils savent que s'ils se battent, ils sont finis quoi. Et heureusement, la pleine lune arrive, les loups-garous prennent le relais, et ils leur disent partez devant, nous on couvre vos arrières, et Ellie n'hésite pas 2 fois. Donc les vampires qui sont dans un état déplorable vont vers l'altar, et les loups-garous empêchent les vampires de passer pour leur donner une longueur d'avance. Les garçons arrivent enfin à l'altar, et aussi devant Dardan. Donc il y a Dardan, ils voient Soa par terre. Bon, déjà ils ont trouvé Soa, ils savent où aller. Super, mais bon, maintenant il va falloir battre Dardan. Sauf que le rituel ayant commencé en même temps que la pleine lune, ça veut dire que les pouvoirs des garçons retournent à Soa, et pour ensuite aller à Dardan. Donc les garçons se retrouvent dans un état déplorable, sans pouvoir, à se battre contre un mec qui est en train de récupérer tous leurs pouvoirs. Ça pue, les garçons se font éclater. Les loups-garous arrivent entre temps pour essayer de les aider, sauf que ils vont se faire éclater aussi. Et là ça pue. Sauf que Ellie, lui, qui a récupéré l'épée entre temps, il veut pas se laisser faire. Et il va continuer d'essayer d'embrocher Dardan. Ellie va arriver, et en fait va se faire aider par les loups-garous, donc Enzi, tout ça, et va réussir à toucher Dardan. Donc Dardan est touché, hop, Ellie en profite pour prendre Soa, il se dit on va s'en aller, faut la mettre en sécurité, sauf que en fait quand il va s'approcher, il y a une sorte de coupole qui s'est formée sur l'altar, il ne peut pas emmener Soa. Lui peut sortir, Soa ne peut pas sortir, c'est normal, le rituel n'est pas terminé. Donc Ellie dit à Soa que, il sait que, il pense que c'est la fin, et il dit s'il te plaît, mords mon cou, tu me fais confiance, je te fais confiance, faut pas qu'on... Parce qu'il se souvient de qui c'est Ellie, puisque quand il a touché l'épée, tous ses souvenirs sont revenus, il fait ne faisons pas comme la dernière fois, et ne cachons pas ce que l'on ressent, et Soa se réveille à ce moment-là, et elle téléporte. Elle se téléporte avec Ellie. Sauf que elle, ne pouvant pas sortir de l'altar, elle reste bloquée, et Ellie tombe dans l'eau. Parce que l'altar est en hauteur et il y a de l'eau en bas. Et Ellie tombe dans l'eau. Donc là c'est la merde, genre tout le monde est à terre, Dardan est en train de récupérer ses pouvoirs, Soa peut rien faire, Ellie ne se laisse pas faire, il voit le symbole des pouvoirs, il comprend pas parce qu'il se dit mes pouvoirs devraient partir. Et en gros, il arrive à remonter, il reprend l'épée, et ce coup-ci, en fait, au lieu d'attaquer directement Dardan, il va aller libérer tous les loups-garous qui vont se mettre à attaquer Dardan. Et pendant que Dardan est occupé avec les loups-garous, Ellie va libérer Khan en lui expliquant
qu'il faut qu'on aille sauver Soi, et tous les deux vont se mettre à se battre contre Dardan. Sauf que ce dernier va prendre Soi en otage, genre bien comme ça, et il fait à Ellie et Khan, il fait faites le moindre pas et elle est morte. Et il profite de ça et il dit oui, si vous me prêtez pas allégeance, elle va mourir. Donc déjà il les fait se mettre à genoux et ensuite il fait prêtez-moi allégeance, vous allez être mes serviteurs. Et ça les gars refusent. Donc déjà il tabasse Ellie. Et il fait, donc au garçon, il fait si vous me prêtez pas allégeance, il va mourir. Et en gros, il balance Ellie de nouveau dans l'eau, je sais pas ce qu'il avait avec ça. Et il fait, tu vois, personne veut te sauver, sauf que Noah ne veut pas laisser mourir Ellie. Et va en quelque sorte débloquer ses propres pouvoirs. Et d'ailleurs, il est perdu parce qu'il fait, on n'a plus nos pouvoirs. Et là, j'ai débloqué, je sens quelque chose. Et il va sauver Ellie de la noyade. Sauf que le rituel étant terminé, l'altar en fait va s'effondrer et va emmener tout le monde sous les décombres. Jaka voulait sauver, donc a pris Soi et Marge avec lui et les emmener ailleurs, mais il va se faire aplatir par un caillou. Donc Yann, lui qui était encore debout, va frapper mais Dardan à mort, le gars il ressemble plus à rien à la fin. Sauf que Soi, elle, quand tout s'effondre, va voir que Ellie va mourir et donc du coup, en plus Dardan allait se remettre sur Ellie. Donc du coup, Soi arrive et elle protège de nouveau Ellie comme la dernière fois, puisque Ellie va tendre l'épée, Soi va arriver dessus et Dardan derrière. Ça fait une belle brochette d'idiot. Et donc du coup, Ellie lui dit tu m'as encore protégée une fois et Soi lui dit oui mais il fallait que je le fasse. Et Ellie il fait c'est pas grave, je vais te retrouver dans notre prochaine vie. Et là, Soi lui dit mais en fait c'est pas possible puisque c'était ma dernière vie, je peux pas faire autrement. Et là Dardan il croit qu'il a gagné, sauf que là on s'attendait tous à ce que Soi meure, sauf que comme les loups-garous et les vampires sont un peu, genre, ont prêté allégeance sans le vouloir à Soi, cette dernière va récupérer tous ses pouvoirs. Et Marge va arriver auprès de Dardan et lui expliquer avoir le pouvoir c'est bien, mais il faut que tu aies la confiance des deux côtés, et ça tu ne l'avais pas. Donc c'est pour ça qu'il voulait autant que Ellie et Khan prêtent allégeance, sauf que Soi elle l'avait depuis un moment puisqu'elle est amie avec les vampires et elle est amie avec les loups-garous. Donc ils lui font totalement confiance, c'est comme s'ils lui prêtaient allégeance. Donc elle récupère tous ses pouvoirs et vraiment genre elle l'habille genre en mode princesse Célène. Donc du coup ils sont tous à genoux et il lui prête allégeance. Et Dardan il meurt comme une pauvre petite crotte qu'il est. Puisque tout simplement, à cause de ses blessures, il va mourir, il a plus de pouvoir, donc ciao ciao Dardan. Donc là Marge vient à parler à Soi et elle lui dit princesse, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc déjà elle lui dit vous m'appelez pas plus princesse, hein, je suis plus une princesse, je suis Soi. Et elle lui dit écoutez je veux tout simplement reprendre ma vie. Elle fait je veux retourner à l'école, rester avec les garçons. Et Marge elle est tout à fait pour. Et donc du coup, Soi retourne à l'école avec les garçons. Et donc là, on se dit oh c'est fini, tout ça, c'est cool, Dardan est mort, tout ça. Bah non, puisque le dernier chapitre, on voit tout simplement Soi pendant les vacances d'hiver, juste devant le portail de Décélis, je pense, qui se frotte les mains en mode il fait froid, tout ça. Et là, elle tombe tout simplement devant elle-même, puisqu'on voit Soi, on voit bien notre Soi, et Célène, qui fait, elle arrive et elle lui fait c'était bien de te faire passer pour moi, mais genre je me suis dit ok donc Soi c'est peut-être la méchante, mais quand on regarde Célène, genre le visage d'après elle a un sourire mais tellement machiavélique. On nous dit fin de la saison 1, vous attendez pour la suite. Donc il y a fortement une suite. Et d'ailleurs, cette théorie est appuyée sur le fait qu'on peut mettre Orange Blood à ce niveau-là, puisque dans Orange Blood, on voit donc deux filles donc, qui représentent Soi et Célène. D'ailleurs, il y a une différence entre l'une et l'autre, puisqu'il y en a une qui a une sorte de piercing ici. Et qu'il y en a une qui sauve les garçons, et l'autre qui fait du mal à Shion. Enfin, qui fait du mal du coup à Suno. Mais c'est Shion dans l'histoire. Est-ce que je viens de capter que j'ai pas présenté Shion?
j'ai pas fait ça. Donc on verra bien ce que nous donne la suite. On est enfin arrivé à la fin de cette vidéo, je n'en peux plus. J'ai l'impression que ça fait 3 heures que je tourne, alors que ça fait quand même 1h30, 1h30, 2 heures. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de cette timeline en commentaire. Dites-moi si vous avez des théories là-dessus, si vous avez des différences. Et puis bah moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.